Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Mandoline Whittlesey et je vous partage ici des expériences, des points de vue, quelques pensées pour, je l'espère, soutenir vos pratiques et vos relations au quotidien. J'étais récemment à Berlin et en dialogue avec Barbara Wessel, qui est avocate spécialisée dans le droit des réfugiés, qui pratique à Berlin, et Christine Mauch, qui est praticienne de shiatsu et enseignante de mouvement authentique et d'improvisation. Et Barbara était invitée à une conférence pour laquelle on lui a demandé de préparer la question « Quelle est la qualité la plus importante à avoir au sein d'un collectif ?» Et elle est venue à nous avec cette question pour que, voilà, qu'on échange nos idées, qu'on débatte un petit peu de cette question-là. Et la conversation était passionnante et j'avais envie de partager avec vous quelques éléments qui sont apparus. Donc, nous ne sommes pas arrivés à déterminer la qualité la plus importante. Et en général, quand on nous demande de résumer en un mot ou en une phrase quelque chose de complexe, c'est un peu voué à l'échec. Mais ça permet de faire émerger, en tout cas, plein de choses. Donc, ce que je vais vous partager, c'est plutôt ce que j'ai extrait pour moi, de ce que j'ai retenu d'essentiel au niveau des attitudes, des savoirs et des principes à mettre en action au sein d'un collectif. Je vais vous partager d'abord deux attitudes. La première attitude, c'est de présupposer que toute personne au sein du collectif arrive avec les meilleures intentions du monde. Et que quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse, ce qu'elle tend à communiquer vient d'un endroit qui est fondamentalement bon, même si c'est maladroit ou même si je ne comprends pas. Je présuppose que l'intention fondamentale de l'autre est une bonne intention. Un des poisons potentiels d'un collectif, c'est la paranoïa. Et de présupposer que l'autre arrive à la table avec de bonnes intentions pour elle et pour le collectif, ça permet déjà d'arriver dans un présupposé d'être ensemble à œuvrer vers quelque chose qui soit soutenant pour chaque personne. Voilà, ça c'est la première attitude. Et la deuxième attitude, c'est de reconnaître ma propre subjectivité, d'être responsable de mes propres filtres perceptifs, de mes systèmes de croyances, de tout ce qui fait que moi, j'arrive à la table et à la discussion avec tout ce qui me constitue, qui est complètement subjectif, qui est complètement empreint de mon histoire, de ma manière de voir les choses, de mes croyances, de mes besoins. Et de prendre la responsabilité de ça et de savoir que rien de ce que je propose, de ce que je pense, de ce que je perçois n'est universel ni objectif. Et de là s'ouvre la curiosité de rencontrer, de découvrir les modes perceptifs des autres, leur structure de pensée, leur système de croyance, que tout ça soit conscient ou non. En tout cas, j'arrive avec cette attitude-là, qu'il n'y a pas un point de vue qui soit universel, absolu et objectif. Donc ça, pour moi, c'est les deux attitudes principales à garder. Ensuite, je vais partager deux savoirs essentiels au sein d'un collectif. Le premier, c'est savoir écouter. Savoir écouter. Savoir écouter, ça comprend
beaucoup de choses. Déjà, savoir écouter, c'est ne pas émettre d'informations, mais être en mode de réception d'informations. C'est laisser du silence et c'est tenter d'entendre les mots que dit l'autre en même temps que ce que me font les mots que dit l'autre. Donc, j'entends ce que tu dis et j'écoute, je suis à l'écoute de ce que ça me fait d'entendre ce que l'autre dit. Et je laisse de l'espace autour de ça. Donc, il y a de l'espace, il y a du silence et il y a une modulation de l'attention qui est à la fois en train de recevoir de l'information et d'écouter. L'écoute, elle est aussi au niveau de mes propres sensations pendant que je reçois l'information. Savoir écouter. L'autre savoir, c'est savoir dire. Savoir dire, c'est pas tant avoir une élocution claire, savoir mettre des mots, trouver les bons mots, etc. C'est avoir le courage de nommer les choses que je perçois, même quand c'est inconfortable, même quand c'est pas clair, même quand c'est pas forcément quelque chose qui va me présenter dans une lumière idéale au sein du groupe. Si je sens qu'il y a des mouvements sous-jacents et que je les nomme, à partir du moment où il y a quelque chose de souterrain dès que quelque chose de souterrain est nommé, il apparaît à la conscience et il est porté par le collectif. Et ensemble, on peut poser un regard dessus. On peut intervenir s'il y a besoin d'intervenir ou le fait que ce soit nommé, ça suffit. En tout cas, ça modifie une dynamique. Donc, savoir dire ce qu'on perçoit, en particulier ce qui va être de l'ordre de l'émotion, de l'ordre de la tension, de l'ordre de l'inconfort, d'incompatibilité, de différentiel de pouvoir, que toutes ces choses-là puissent être nommées. Savoir dire, savoir prendre la parole. Ces deux savoirs-là, savoir écouter et savoir dire, se pratiquent, s'exercent, sont très exigeants. Et il y a de nombreuses méthodes et exercices et pratiques qui permettent de soutenir l'écoute et de soutenir la parole au sein des collectifs. Donc, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Peut-être que je ferai une vidéo pour proposer des pratiques, des exercices qui viennent soutenir l'écoute et soutenir la parole. À voir. Je crois que c'est assez facilement accessible. Voilà. Et puis, je voulais partager 2 principes de manière de mettre en action, 2 principes à mettre en application. Le premier, c'est celui des niveaux de réalité. Donc, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Lors de dialogues au sein d'un collectif, de reconnaître les niveaux de réalité auxquels on se réfère, depuis lesquels on parle, et s'ajuster aux besoins. Donc, par exemple, il y a des niveaux de réalité plus pratiques, d'autres plus conceptuels, philosophiques, politiques, spirituels, personnels, intimes. Donc, s'il y a une problématique qui est mise au sein du collectif et qu'une personne répond à un endroit émotif, très, très affectif et personnel, et qu'une autre personne parle à un niveau pratique et concret, et qu'une autre personne parle au niveau conceptuel, global, on va dire peut-être philosophique ou politique ou spirituel, qui seraient encore 3 niveaux différents. La conversation, elle ne se rejoint pas, elle est sur des plans qui ne permettent pas à chaque personne d'être entendue, reçue et honorée à l'endroit de sa contribution.
Et si ça peut être repéré et dire, ah, ok, là, j'entends qu'il y a de l'émotionnel, de l'affectif, là, j'entends que tu es déjà sur la pratique, là, toi, je vois que tu es déjà sur les enjeux plus globaux. Est-ce qu'on peut d'abord voilà, faire un tour de table et voir comment tout le monde se sent, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça, quelles sont les implications globales, on en parle après, et puis on finit par la mise en œuvre pratique d'une solution. Mais on distingue et on laisse de la place à chaque niveau de réalité pour pas les mettre tous ensemble dans la même conversation. Et ça permet d'honorer chaque endroit qui a sa fonction, sa pertinence et qui va venir nourrir le projet collectif à un endroit différent. Mais que si ce n'est pas distingué et que tout est mis ensemble, ça risque de faire quelque chose où chaque personne ne se sent pas entendue, où chaque personne n'est pas capable d'entendre et de recevoir pleinement ce que les autres proposent ou suggèrent ou partagent à ce moment-là. Voilà, donc le premier principe, c'est celui des niveaux de réalité à distinguer. Et puis, un autre principe, c'est celui d'une porosité, de la porosité. Lorsque j'ai une proposition à faire, j'essaye d'être très claire sur quel est l'essentiel de cette proposition, quelle est la valeur qui est au cœur de cette proposition, quelle est l'intention qui est vraiment au centre. Et pour soutenir cette intention ou cette valeur, je donne une forme. Mais d'avoir de la porosité dans la forme, de ne pas m'attacher à la forme que je propose, pour que la discussion au niveau du collectif puisse laisser émerger peut-être une autre forme qui vienne honorer et soutenir cette valeur ou ce principe ou ce besoin. Et de pouvoir vraiment tenir à quelque chose sans pour autant s'attacher aux moyens qui permettent d'obtenir cette chose-là. Donc, ça demande pour soi-même d'être très clair sur quel est le besoin au fond le plus essentiel et comment je me détends sur la manière d'y arriver. Un exemple actuel pour moi, je suis en collectivité, en copropriété, et on se pose la question de la gestion de l'eau sur le terrain. Et par exemple, amener une proposition sur de la récupération d'eau de pluie, c'est en fait amener la question de comment on gère l'eau de manière pérenne, de manière écologique, de manière soutenante pour les habitants. Mais si on trouve une solution qui n'est pas celle d'un récupérateur d'eau, qui est une autre solution, tant mieux, ça répond à la problématique. Ou d'amener une suggestion de forage sur le terrain, finalement, le forage, il sert à répondre à la problématique de l'eau sur le terrain. Le moyen, c'est le forage ou la récupération d'eau de pluie. Donc, il y a plein de moyens différents. La problématique centrale, c'est elle qui est importante à garder en ligne de mire. Et les moyens et les solutions de rester poreux, de rester souple sur trouver ensemble la solution qui va correspondre à la réalité de ce collectif. Voilà, ça c'est un exemple. Et de ne pas confondre le cœur du problème et les moyens mis en œuvre pour le solutionner. Ça, c'est le deuxième principe. Voilà pour aujourd'hui, 2 attitudes de savoir, 2 principes qui, j'espère, vous soutiendront dans vos ambitions collectives. Et je sais qu'il y en a de plus en plus, et tant mieux. Et voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences, de vos questions. Et je vous dis à très bientôt.